Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette 23e édition de la Semaine du Cerveau. Merci également à la société ICAP de nous accueillir ce soir. La Semaine du Cerveau est une manifestation internationale auquel participent 120 villes en France et donc pilotée par la Société des neurosciences. À Lyon, le comité de pilotage est composé par 10 partenaires et financé par la CASDEN et la MGEM. Donc, tous les événements sont disponibles sur le site internet de la Semaine du Cerveau, jusqu'au 23 mars. Et vous pouvez également regarder en diffusion, en direct, et également en rediffusion, toutes les vidéos de cette semaine sur le site Pop Science. Donc, ce soir, nous allons accueillir Laura Bon, qui est neuropsychologue, et Romain Tabonne, psychologue. Donc, tous les deux viennent du centre ressources et référent en réhabilitation psychosociale. De Lyon, Laura Bon est doctorante de l'Institut des sciences cognitives et travaille sur une thèse sur la cognition sociale et l'activité cérébrale en schizophrénie. Et Romain Tabonne est spécialiste en thérapie comportementale et cognitive et il participe également à des actions de lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Donc tout au long de cette conférence, vous pouvez poser des questions sur le Facebook. Et à la fin, les deux intervenants répondront à vos questions. Bonne soirée. Merci Anastasia. Merci. Bonsoir, nous allons donc aujourd'hui vous proposer une conférence sur la cognition sociale intitulée « Plonger au cœur de la cognition sociale. Pourquoi ma blague est tombée à l'eau ?» Voilà, au cours de cette conférence, nous allons discuter des différents mécanismes de la cognition sociale. Voilà. En nous appuyant sur des extraits de films et de séries télé notamment. Mais on va commencer tout de suite par une petite vidéo qui sera un retour de témoignage pour montrer que la cognition sociale, c'est pas forcément facile tous les jours. J'ai raconté un événement un petit peu personnel sur moi. En regardant qui y avait autour de moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que mes collègues et il y avait aussi des gens que je connaissais pas. Il y a eu plusieurs conférences où je me suis vraiment sentie mal à l'aise quand je devais intervenir et où quand je regarde les gens qui sont assis dans les premiers rangs, je vois leur regard vide où j'ai l'impression qu'ils se font chier et du coup je me dis que tout ce que je dis c'est n'importe quoi et que ça n'a pas de sens. J'ai dû lui faire une tête assez bizarre et lui il a pas du tout, il a du mal à interpréter ma tête et il m'a dit mais c'est parce que je suis grand que vous me regardez comme ça ou... Et à la pause de midi je le croise dans le couloir et il était tout content et il m'a demandé si c'était bien et je lui dis en fait pourquoi t'es venu, j'ai pas compris pourquoi t'étais là et je crois que personne n'a compris ce que tu voulais dire et il a souri mais je crois qu'il était un peu gêné. Ça sonne à la porte, je crois que c'est Camille, c'était le plombier du rez-de-chaussée qui venait faire des réparations à l'appart. Et du coup j'ai passé la tête, mais on voyait que j'étais nulle, on voyait que j'avais rien en haut. Du coup c'était hyper gênant, vraiment des situations qui me mettent mal à l'aise. Je me suis sentie vachement gênée et j'étais un peu honteuse. Et du coup j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Moi les moments gênants je m'en souviens jamais, par contre les moments gênés je m'en souviens. Ok, donc effectivement comme nous l'avons vu dans cette vidéo, il peut parfois y avoir des moments gênants en situation sociale et nous allons essayer de décortiquer tout ça avec l'étude de la cognition sociale. Mais avant de commencer sur la cognition sociale, on va faire un rappel de ce que sont les fonctions cognitives en bref. Les fonctions cognitives, ce sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement, de percevoir, de se concentrer, d'acquérir de nouvelles connaissances, de raisonner, de s'adapter, mais aussi d'interagir avec les autres. Elles sont souvent découpées, si on peut dire, en deux grandes dimensions, qui sont la neurocognition, qui va concerner plutôt tout ce qui est capacité de mémoire, concentration, capacité à s'organiser, et la cognition sociale, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. En effet, dans cette conférence, nous vous proposons de plonger au cœur des mécanismes de la cognition sociale. La cognition sociale, c'est l'ensemble des processus qui nous permettent de bien comprendre les autres et d'adapter nos comportements dans les interactions sociales. Et je vais laisser Romain vous détailler les différentes sous-fonctions. Alors, effectivement, la cognition sociale, c'est un concept du coup très large. Comme le disait Laura, du coup, l'ensemble des processus qui permettent de percevoir, d'interpréter et de s'adapter aux situations sociales. On peut la diviser de plein de différentes façons, mais il y a plutôt un consensus qui se fait dans l'idée de la diviser en 4 sous-dimensions. Voilà, c'est une étude internationale, l'étude SCOPE pour cognition sociale et évaluation psychométrique, qui est donc
interroger sur cette question et à sous-diviser du coup ces 4 dimensions en biais d'attribution, connaissance des règles sociales, traitement des émotions et théorie de l'esprit. On va revenir en détail sur chacune de ces dimensions. Mais tout de suite, on vous propose une petite vidéo dans laquelle vous allez voir, du coup, tiré du film Hitch. Vous verrez Will Smith qui est un coach en séduction et qui donc tente d'apprendre à séduire son élève. Et vous pouvez vous baser un petit peu sur qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'élève et qu'est-ce qui se passe pour lui au niveau de ses compétences de cognition sociale. Show me what you mean by you're not worried about it. Trust me. Peace up, Yeah. A-Town. Yeah, yeah. That's what it's all about right there. See how it gets bigger? Let's go. I'm gonna start the fire. But the feet are going. I start the fire, I make the pizza. Hips are always going with it. Can't get enough hip. From there, the Q-tip. 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 Throw it away. Don't ever do that again. Voilà. Alors, comme vous avez pu peut-être le constater, on peut voir dans cette scène que donc l'élève de Will a quelques difficultés au niveau de la reconnaissance des émotions faciales. Effectivement, s'il avait interprété l'expression faciale de Will au cours de sa danse, on peut supposer qu'il n'aurait peut-être pas continué avec autant d'enthousiasme. On va maintenant vous montrer un autre extrait du coup qui va lui aussi reprendre cette question de la reconnaissance des émotions faciales, en fait du traitement des émotions de manière générale. See that guy over there? That's a smile. That's good. Maybe you could practice in front of a mirror or something. Voilà, comme on peut le voir dans cet extrait, donc généralement quand il y a des difficultés dans la reconnaissance des émotions faciales, il peut y avoir aussi des difficultés dans l'expression des émotions faciales. Maintenant, on va un petit peu les détailler, ces émotions et cette question de reconnaissance des émotions. Je vais d'ailleurs enlever mon masque, du coup, ce qui facilite la reconnaissance des émotions faciales. Alors, quand on parle d'émotions de base, du coup, on parle généralement de 6 émotions. C'est des émotions qui ont été décrites par Paul Ekman, un docteur en psychologie américain, spécialiste de cette question-là, qui a découpé les émotions en catégories joie, tristesse, colère, peur, dégoût et surprise. Voilà, c'est des émotions qui vous sont peut-être familières, c'est effectivement les émotions de base. On peut noter que, notamment, Paul Ekman a été consultant sur la réalisation du film Vice Versa, dans lequel on retrouve effectivement 5 des 6 émotions de base, du coup, joie, tristesse, colère, peur et dégoût. La surprise n'est pas représentée parce qu'elle fait un petit peu débat. Des fois, on dit que c'est plutôt une émotion qui est précurseur d'autres émotions. Quand on parle encore une fois de reconnaissance des émotions, on peut citer comme personnage du coup Cal Lightman de la série Lie to Me, qui lui donc est un docteur en psychologie qui est spécialisé dans l'étude des micro-expressions. Quelqu'un qui a mis 20 ans à pouvoir développer ces compétences-là, qui vend ses services auprès du gouvernement américain. Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher du coup de décortiquer la moindre émotion chez tout le monde, ce qui le rend très difficile à vivre pour son entourage. Voilà, donc là on est dans une représentation vraiment extrême de la compétence de reconnaissance des émotions. Ça nous rappelle aussi, en tant que psychologue, des fois les choses qu'on peut entendre comme tu es psychologue, alors attention, tu vas décrypter tout ce que je fais, tout ce que je dis. Voilà, bon, ça effectivement, à moins d'être Cal Lightman et d'avoir passé 20 ans de sa vie à étudier ça de façon précise, ça ne sera pas une réalité. Donc la reconnaissance des émotions, c'est un processus de base qui est plutôt intuitif a priori, comme le dit ce petit crabe et pas moi. Du coup, bon, a priori plutôt intuitif, parce qu'effectivement, quand on décompose l'émotion en intensité, on voit que c'est pas si simple que ça. Si je vous montre par exemple cette image du coup, là je vous demande quelle émotion est représentée ici, vous allez peut-être avoir du mal à répondre.
en fait, cette image, elle est tirée d'une série d'images qu'on utilise pour évaluer la reconnaissance des émotions. Et en fait, on décompose les émotions selon leur intensité avec une technique de morphing. Du coup, là, on a l'intensité au niveau le plus faible. Là, hop, on augmente un petit peu l'intensité. Vous voyez peut-être une émotion commencer à se dessiner. On augmente encore. Voilà, là, peut-être que certains d'entre vous ont commencé à pouvoir dire plus précisément de quelle émotion il s'agit. Et là, voilà, on augmente encore plus. Là, on est au niveau maximum. Donc, l'émotion représentée, c'est la colère. Non, c'est la joie. Donc, effectivement, c'est la joie. Et à ce niveau d'intensité, c'est assez clair. Mais encore une fois, si je redescends en intensité, vous voyez, ça devient moins intuitif. Et effectivement, pour reconnaître une émotion, on se base sur plein de signaux au niveau du visage, que ce soit les yeux, la position des sourcils, les commissures des lèvres, les fossettes. Tout ça, voilà, ça aide à interpréter du coup l'émotion faciale. Donc effectivement, dans une période de crise sanitaire comme actuellement, où on porte régulièrement des masques, on est privé de la moitié des informations en fait, donc ce qui complexifie d'autant plus la reconnaissance des émotions. Voilà. Cette compétence de traitement des émotions faciales, du coup, en fait, elle fait partie de ce qu'on appelle le niveau perceptif. En fait, dans les interactions sociales, les compétences sociales, elles se répartissent en différents niveaux qui permettent l'interaction de façon correcte. Le tout premier niveau, donc, c'est la perception. Ensuite, il y aura l'interprétation, puis l'action, du coup. Et effectivement, reconnaître une émotion, c'est un peu le niveau de base, du coup, pour pouvoir ensuite espérer avoir une interaction sociale adaptée. Et donc, ça arrive dès le niveau perceptif. Au niveau activité cérébrale, des études montrent qu'il y a une zone du coup du cerveau qui est plus particulièrement impliquée dans la reconnaissance des émotions, c'est l'amygdale. Du coup. Et donc, on peut voir que certaines personnes qui ont un déficit dans la reconnaissance des émotions faciales ont une atteinte à ce niveau-là, au niveau de l'amygdale, et aussi au niveau du cortex préfrontal, donc cette partie qui est entourée en rouge. Voilà. On va faire juste une petite parenthèse sur les neurones miroirs. Là, on n'est plus vraiment en fait dans les notions des 4 dimensions de la cognition sociale, mais on l'aborde quand même parce que ça revient souvent cette question-là. L'idée des neurones miroirs, c'est qu'on a remarqué du coup que c'est la même zone du cerveau qui s'active quand on regarde quelqu'un faire une action ou quand on la fait nous-mêmes. Du coup. Donc c'est ça le côté miroir. Et donc une question qui s'est posée et qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est est-ce que quand on voit quelqu'un exprimer une émotion, du coup ça va activer les mêmes zones cérébrales que nous quand on ressent l'émotion. Alors à ce niveau-là, il y a plein d'études qui ont été faites, mais actuellement il n'y a pas de consensus bien précis. Donc on ne pourra pas trancher, en tout cas on ne pourra pas dire vraiment s'il y a un lien de cause à effet entre entre l'activation de neurones miroirs et le fait de pouvoir comprendre et ressentir, se mettre à la place de l'autre au niveau émotionnel. Du coup, si on creuse un petit peu plus loin du coup dans cette question, pour illustrer ça avec un personnage du coup issu de comics américains et de films, on va vous montrer une petite vidéo. Le personnage, il s'agit de Mantis, du coup, qui apparaît notamment dans le film Les Gardiens de la Galaxie 2, qui, elle, a des compétences bien particulières, en fait. Quand elle touche quelqu'un, elle ressent exactement le même état émotionnel que cette personne. Donc, en fait, finalement, c'est un peu une illustration du neurone miroir, mais de façon qui passe par le toucher. Finalement, si nos neurones miroirs sont bien efficaces, on est peut-être même en fait supérieur à elle, parce qu'elle a besoin de toucher quelqu'un pour ressentir, du coup, ce qui se passe. You must be so embarrassed! Do me! I have never felt such sugar! So unbelievably uncool. Voilà. Et maintenant, on va basculer sur un autre extrait vidéo, mais je vais laisser Laura reprendre la parole avant. Merci. Voilà, merci Romain.
Donc en effet, j'apparais à l'écran et nous allons maintenant voir un nouvel extrait vidéo. Cette fois tiré du film Love Actually, dans lequel le personnage que vous allez voir, Colin, qui est connu dans le film pour ses multiples échecs en matière de séduction, travaille comme serveur dans un mariage. Du coup, petit indice sur le processus sous-jacent, ce personnage pense que ses difficultés de séduction sont liées au fait qu'il y a des différences culturelles et que lui, du coup, en Angleterre, se sent incompris et il pense que ça se passerait mieux aux États-Unis. Delicious delicacy? No, thanks. Taste explosion? Food? No thanks. Yeah, a bit dodgy, isn't it? Looks like a dead baby's finger. Oh, tastes like it. Voilà, donc effectivement dans cette scène, nous, le processus auquel on pense, ce sont les connaissances sociales. Et les connaissances sociales, ce sont nos connaissances par rapport aux situations sociales et aux règles de vie qui s'appliquent dans nos sociétés. Donc ce sont des règles qui ne sont pas forcément toujours explicites, mais on sait par exemple qu'effectivement s'il y a une personne âgée qui traverse, on va aller l'aider, qu'il faut toquer à une porte avant d'y entrer, qu'il faut aider des personnes qui seraient également plus âgées à porter leurs courses ou qu'il faut aider des personnes qui par exemple feraient tomber des feuilles au sol. Donc là, du coup, dans cet extrait, à cette lumière-là, donc Colin, il enfreint pas mal de règles de cognition sociale. Il passe, il distribue pas forcément de nourriture aux gens alors qu'il est serveur. Et puis à la fin, du coup, il goûte un aliment, il le recrache. Voilà. Donc on peut dire que peut-être il enfreint quelques règles de connaissance sociale. Voilà, donc les connaissances sociales, on peut se dire que c'est assez intuitif, hein, finalement. Par exemple, on est censé savoir qu'il ne faut pas téléphoner au cinéma, bien que maintenant ils le notent explicitement dans les cinémas, mais en tout cas, voilà, c'est normalement une règle assez implicite. Toutefois, on va voir que c'est pas toujours si facile que ça. Voilà, par exemple, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'il faut tutoyer ou vous voyez quelqu'un. Ou alors, bon, ça c'était hors temps de Covid, mais voilà, quand on se demandait comment est-ce qu'on dit bonjour, est-ce qu'on fait la bise ou pas, est-ce qu'on serre la main. Voilà, tout ça, ça fait référence en fait à des connaissances sociales qu'on a en nous. Et on va maintenant voir d'autres extraits vidéo pour illustrer un petit peu comment vont venir se construire ces connaissances sociales. Du coup, dans cette scène extraite du film Thor, donc Thor c'est un demi-dieu, là il vient d'arriver sur Terre et en fait il cherche un moyen de locomotion. Donc on va voir maintenant comment ça se déroule. I need a horse. We don't have horses, just dogs, cats, birds. And give me one of those large enough to ride. Okay. Donc ici, voilà, ce que cet extrait met en évidence, c'est que le fait c'est que les connaissances sociales, en fait, elles sont très dépendantes de la culture dans laquelle nous vivons. Ici, Thor, en fait, il perçoit pas qu'on le regarde, enfin, il perçoit pas pourquoi on le regarde bizarrement, parce qu'en fait, pour lui, c'est normal de rentrer dans une animalerie et de demander un cheval. Voilà. Alors qu'en fait, ça, c'est influencé par les connaissances sociales qu'il a de son propre monde et qui ne sont pas applicables sur la planète Terre à l'époque à laquelle on vit actuellement. On va maintenant, du coup, voir un autre extrait de film, cette fois extrait tiré de la série How I Met Your Mother. Donc ici, les amis de Lily ont assisté à une pièce de théâtre qu'elle vient de représenter et elle a mis des mois à se préparer à ce projet-là. Et ses amis, en fait, dans cette scène, lui font un retour. Oh, baby, that was wonderful. Totally. I had no idea Greed was the killer. And when it became a play within a play, I was like, now we are really cooking. Wow, Lily, that sucked. Harvey? What? It was terrible. I mean, come on, you guys agree, right? Hey, sorry, I'm just being honest, because, we're friends. No, friends make each other feel good. They build each other up and support them. That's what being a good friend is about. Yeah. Voilà, donc ce que cette vidéo peut montrer en tout cas, c'est qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes connaissances sociales. Ici, pour Barney, être un bon ami, c'est être honnête en fait avec ses amis, alors que pour le reste de la bande, ça va plutôt être voilà, dans le support, dans le fait d'être sympa en fait avec la personne. Et d'ailleurs, Lily, elle lui fait cette remarque. Donc en fait, les connaissances sociales, ça dépend aussi grandement de la manière dont on a éduqué et de la manière dont on voit les choses.
En termes de connaissances sociales, on est ici aussi dans le niveau perceptif, c'est-à-dire que nos connaissances sociales, elles vont nous faire en fait percevoir les scènes d'une certaine manière et elles vont ensuite influencer les autres dimensions de la cognition sociale. Donc, comme pour la reconnaissance des émotions faciales, on est encore à l'étape de perception. Je vais laisser la place à Romain pour le prochain extrait. Oui, alors, je reviens vers vous pour du coup aborder une autre dimension de la cognition sociale. Je vais vous laisser un petit peu analyser la scène et puis voir ce que ça évoque pour vous. Donc, c'est une scène tirée de la série Working Moms, où vous allez voir deux personnages, du coup. La première qui est très heureuse de venir d'écrire 2 chapitres de son livre et qui appelle son ami. Et on va vous demander de vous centrer sur cette première personne qui vient d'écrire 2 chapitres du livre et éventuellement de voir qu'est-ce qui joue pour elle de son côté au niveau cognition sociale. Hey, you. Have you ever wanted to have a drink with a real author? That's amazing. Congrats. Thanks. You want to celebrate? Shit, dude. I wish I could, but work is crazy. Yeah, I figured. Thank you. Guess I'm taking myself out. I love you. Bye. Oh my goodness. That's the fuck out of me. Yes, it is. Oh! Hey, dude, what? Hey! This is so funny. Which part? The fact that you're having a mid-workday playdate at our favorite spot, or that you told me you were stuck at work? No. Voilà, donc dans cette scène de Working Moms, en fait, donc l'écrivaine vient de commettre ce qu'on appelle un biais d'attribution. On va vous expliquer un petit peu plus en détail ce dont il s'agit. Du coup, ce qu'on appelle le biais d'attribution de la responsabilité, c'est aussi ce qu'on appelle le style attributionnel. Donc on va avoir 3 styles possibles dans l'attribution qui vont nous permettre d'expliquer les causes d'un événement, que ce soit un événement positif ou négatif. De manière générale, on sait qu'il existe des causes multiples à l'origine d'un événement, quel qu'il soit, et la responsabilité, elle est plutôt partagée entre ces différentes causes. Et ces causes, elles vont être des causes liées à soi-même, liées à autrui, ou liées aux facteurs externes à la situation, voire au hasard, du coup. C'est ce qu'on a représenté par ces 3 petites images. Du coup, une première où ce style attributionnel, ça serait le style interne, du coup, qui viendrait dire c'est moi le responsable ou c'est moi le fautif, du coup. Le deuxième, c'est on va, entre guillemets, rejeter la faute sur les autres ou la responsabilité sur les autres. Ou le troisième, donc, sur le contexte. Donc, voilà, ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir un peu jongler entre ces 3 styles attributionnels. Et quand il y en a un qu'on va utiliser plus souvent que les autres, c'est là où ça va pouvoir devenir un peu gênant dans les interactions. Surtout si c'est de façon rigide. Si, par exemple, on va toujours s'attribuer la responsabilité, du coup, quand c'est pour des événements positifs, c'est plutôt chouette au niveau de l'estime de soi, mais quand c'est pour des événements négatifs, du coup, là, ça devient assez difficile à vivre. Et en plus, généralement, ce qu'on constate, c'est par exemple des personnes qui vont s'attribuer tous les événements négatifs et tous les événements positifs à autrui. Du coup, là, ça fait un mélange qui, effectivement, est très négatif pour l'estime de soi. Dans l'extrait qu'on vient de voir, du coup, l'écrivaine, en fait, elle a fait un biais d'attribution dans le sens où, pour elle, si son ami est venu au restaurant sans lui dire, au café sans lui dire, c'est parce qu'elle ne voulait pas la voir, parce qu'elle ne mérite pas d'être vue, qu'on lui accorde du temps. Dans ce sens-là, effectivement, c'est une fausse attribution interne, du coup. Voilà. Et comme je disais, c'est valable pour les événements positifs ou négatifs. Une erreur attributionnelle, par exemple, qu'on peut rencontrer, c'est j'ai réussi brillamment à mon examen. Je vais dire, soit c'est parce que l'examen il était facile, donc dans ce cas-là, en fait, on va remettre la responsabilité aux facteurs externes. Soit c'est le prof a été vraiment sympa. Voire si c'était un oral, le prof a eu pitié de moi, alors là vraiment on se descend complètement et on ne reconnaît pas du coup sa part de responsabilité et éventuellement de compétence. Du coup. Voilà. On va maintenant y faire un point sur un deuxième extrait vidéo. Je vous laisse l'observer. Vous voyez, une fois qu'on connaît toute l'histoire, ça n'a rien de méchant. Premier mariage, la femme cache sa sexualité, c'est pas ma faute.
Second mariage, je prononce le mauvais prénom à l'hôtel. Là, c'est un peu ma faute. Troisième mariage, je dois dire qu'il n'aurait jamais dû nous laisser nous marier, tellement on était bourrés avec tous ces graffitis sur le visage. C'est la faute du Nevada. Voilà. Alors, dans cet extrait, Ross, du coup, de Friends, fait un usage justement très varié des styles attributionnels. Effectivement, il fait référence à ses divorces et comme on peut le voir, selon lui, un coup, c'est lié à autrui, quand voilà, c'est lié à l'orientation sexuelle de sa partenaire. C'est lié un petit peu à lui-même dans la deuxième interprétation, il l'avoue, il le reconnaît, ou c'est lié au contexte complètement externe quand voilà, c'est l'État aurait dû nous interdire de nous alcooliser à ce niveau-là, c'est pas de notre faute si on s'est marié. Du coup, donc là, on voit vraiment un étalage des trois styles attributionnels possibles. Voilà. Maintenant, on va faire un petit point sur du coup un autre personnage un petit peu phare. Je vais laisser la vidéo se lancer. I always find a way to come back. Because the only thing standing between this city and oblivion is me. There's only one Spider-Man. And you're looking at him. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez vu Spider-Man s'illustrer. En fait, Spider-Man, c'est un peu l'expert de la responsabilité interne. Et du coup, dans l'extrait vidéo, c'est un petit peu flatteur pour lui. C'est voilà, le sort entier de la ville repose sur ses épaules, mais il est aussi très connu du coup pour son biais d'attribution interne concernant les événements négatifs, notamment du coup hérité peut-être de l'événement de la mort de son oncle Ben, qui en plus lui avait prononcé cette phrase très connue, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc voilà, effectivement, partant de là, il a tendance à s'attribuer la responsabilité de tous les événements, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente chez les super-héros. Certains appellent ça le syndrome du super-héros. Si on parle aussi d'attribution de la responsabilité, on voit qu'en fait, quand on fait des erreurs d'attribution, on peut faire et penser un petit peu n'importe quoi. Il y a des sites internet qui s'amusent du coup à mettre en lien justement des événements qui a priori seraient pas liés, mais en se basant sur des faits réels. Comme ici, vous pouvez voir donc le nombre de personnes qui sont décédées noyées dans des piscines du coup sur une dizaine d'années, et on voit que ça concorde avec les apparitions de Nicolas Cage dans des films. Donc effectivement, à ce moment-là, si on se base sur des éléments comme ça, on peut faire des erreurs d'attribution et se dire les personnes qui décèdent noyées dans les piscines, c'est la faute de Nicolas Cage. Au niveau, encore une fois, du coup, cérébral, on peut voir qu'il y a une zone qui est plus particulièrement activée sur la question du biais d'attribution ou du mécanisme d'attribution. Et du coup, c'est la zone qui est représentée ici, du coup, sur cette représentation du cerveau, entre les deux zones, en fait, la jonction des deux zones, du coup. Maintenant, je vais laisser la place à Laura. Merci Romain. Donc j'apparais à l'écran, c'est qu'on va encore changer de processus de cognition sociale. Cette fois-ci, on aura un extrait issu du film La Cité de la Peur. Et ici, Odile de Ré et le commissaire sont au restaurant. Et on vous laisse juste observer leur court échange. Si Martoni vient, le préfet vient pas alors. Mais oublions le film pour ce soir. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Non. Alors voilà, ici effectivement, ce qu'on peut se dire, en tout cas nous, ce à quoi on fait référence, c'est les capacités de théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est nos capacités à comprendre les intentions, les croyances ou les émotions des autres. Dans cette scène, on est dans un contexte de rendez-vous un petit peu galant. Et en fait, du coup, il est possible que Odile ait mal entendu ou qu'elle ait mal compris ce qui a été dit. Toutefois, au vu du contexte en fait, de rendez-vous galant, etc., elle aurait pu se douter que l'intention de son interlocuteur, c'était de lui demander de parler d'elle, justement, et non pas du chien, plutôt, voilà. Donc du coup, si ses capacités de théorie de l'esprit auraient pu lui permettre de comprendre l'intention de son interlocuteur, et effectivement, ça n'a pas été le cas ici. Du coup, quand on parle de théorie de l'esprit, comme pour tout à l'heure avec Romain, il y a des personnages un petit peu phares de films et de séries télévisées qu'on peut citer.
Et tout d'abord, on peut parler du professeur Xavier, qui est du coup, en quelque sorte, un expert en théorie de l'esprit, puisque c'est un puissant télépathe, et que du coup, finalement, son pouvoir, ça lui permet de percevoir les pensées des autres, à très grande distance, etc. Donc, en ce sens-là, on peut dire qu'il est plutôt calé en théorie de l'esprit. Mais dans ce domaine-là, notre grand chouchou, c'est plutôt... Ouais. Voilà. C'est plutôt Patrick Jane. Donc Patrick Jane, c'est un enquêteur au CBI, donc Californian Bureau of Investigation. Voilà. Il est doté de grandes capacités d'observation et de déduction. On a dit que c'était notre chouchou. Pourquoi ? Eh bien parce que lui, il défend l'idée qu'en fait, ce sont ses capacités et non des dons surnaturels qui lui permettent de démasquer les tueurs. Voilà. Donc ici, on est face à quelqu'un qui a réellement des capacités de théorie de l'esprit et qui s'aide non pas d'un don surnaturel comme le professeur Xavier. Du coup, quand on parle de théorie de l'esprit, on est ici au niveau interprétatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce stade, on a déjà perçu les émotions de notre interlocuteur. Voilà, on a déjà utilisé nos connaissances sociales pour avoir une vision un petit peu de la scène. Donc là, on est au niveau interprétatif. Et du coup, c'est une étape qui est quand même importante pour la compréhension de l'autre. Ce qu'on peut voir en termes d'activité cérébrale sur ce processus de cognition sociale, c'est qu'on voit globalement que cette zone en jaune ici, et puis cette zone en rose et violet s'active. Du coup, ça correspond au cortex préfrontal médian et à la jonction temporopariétale. Donc voilà, en tout cas, c'est des zones qui s'activent entre autres zones et qui sont intéressantes parce qu'elles vont venir s'activer quand on raisonne, en fait, quand on essaye de deviner justement les pensées d'autrui. Et peu importe le type de tâche qu'on propose. Donc en effet, cette méta-analyse, elle montre qu'il y a différentes tâches dans la littérature scientifique qui permettent de comprendre un petit peu les processus de mesurer, on va dire plutôt les processus de théorie de l'esprit. Et donc, dans une grande variété de tâches, ces deux zones-là vont venir s'activer. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant finalement. Donc on va maintenant vous présenter un autre extrait de série télévisée pour vous illustrer un petit peu la théorie de l'esprit. Donc dans cette scène issue de la série Friends, Rachel et Monica, elles vivent en colocation en fait dans un appartement. Et du coup, Monica, elle est en couple avec Chandler depuis peu et elle a une annonce assez redoutée à faire à son ami et on vous laisse la découvrir dans cette vidéo. Écoute, Chandler et moi, on a décidé de vivre ensemble. Ici. Oh bah ça alors! Je trouve ça génial! Oh, si vous saviez comme je suis contente pour vous! Oh, c'est vrai! Oh oui, puis c'est tellement gentil à vous de me l'avoir dit! Oh, c'est dingue, je suis sûre qu'on va se faire une petite vie super tous les trois! Ah oui, Ok, donc ici finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien finalement, les capacités de théorie de Rachel, elles auraient dû lui permettre de comprendre que son amie, elle allait venir en fait lui dire qu'elle souhaitait vivre seule avec lui et non pas en colocation à trois. Donc voilà, elle aurait pu se douter que son intention était celle-là, de par la manière dont elle a présenté les choses et puis de par leur relation de couple avec Chandler qui était en train de naître. Et effectivement ici, c'est pas du tout ce qui se passe. Elle perçoit pas du tout les pensées et les intentions de son ami. Et elle pense au contraire que ils veulent vivre à trois avec elle. Donc effectivement, ça génère un moment un petit peu gênant puisqu'elle est toute contente et elle n'a pas compris qu'en fait, ça allait lui impliquer de déménager. Donc là, c'est un bon exemple, encore une fois, de théorie de l'esprit. Elle n'a pas réussi à percevoir les pensées et elle n'a pas réussi à percevoir les pensées et les intentions de Monica, du coup. À présent, avec Romain, on voudrait vous présenter un petit peu un exemple de ce que peuvent représenter les troubles de la cognition sociale dans le quotidien. Et c'est super, t'es apparu, je suis devenue plus nette. Ok, donc on va essayer on va faire de notre mieux, mais on va essayer de vous mimer une petite scène qui est tirée d'une trousse justement qui travaille sur ces questions de cognition sociale et de troubles de la cognition sociale au quotidien. Voilà. Donc on est tous les deux des collègues. Voilà, c'est ça. Comme dans la vraie vie. Et du coup, donc Romain, il arrive au travail, voilà, et en fait, il me montre son nouveau téléphone. Salut Laura, regarde, c'est mon nouveau smartphone que je viens d'acheter. Il est trop bien. Ok, et du coup, moi en fait, je regarde nerveusement ma montre, je lui dis « Ah, tu as choisi ce modèle ?» Je re-regarde nerveusement ma montre et puis je pars sans autre détail sur cette scène.
moi, je reste là un peu en plan et je vais interpréter ça du coup comme un manque d'intérêt de la part de Laura. Voilà. Du coup, je vais un peu ressasser ça et être un petit peu vexé, blessé ou me remettre en question pendant toute la journée. Et du coup, moi, le soir, après ma longue journée de travail, j'envoie un texto à Romain et je lui dis je suis désolée, Romain, d'être parti si rapidement ce matin. J'avais une réunion importante, j'étais un petit peu en retard et du coup, j'étais un petit peu stressée. Voilà, donc à ce moment-là, effectivement, je revois la scène et je suis rassuré, mais j'ai quand même du coup passé toute la journée avec une mauvaise interprétation qui m'a mis dans un état émotionnel aussi négatif qui n'était pas approprié finalement. Et du coup, au vu de tous les processus qu'on vient de vous détailler un petit peu, qu'est-ce qui peut se passer en termes de processus dans cette scène finalement ? Donc là, en fait, il y a déjà eu un problème au niveau de la reconnaissance des émotions. Donc déjà, Romain, il a interprété mon émotion faciale, de façon fatale, en pensant que c'était de l'indifférence, alors qu'en fait, moi, j'étais plutôt finalement stressée. En termes de connaissance sociale, lui, il a interprété le fait que je regarde ma montre. Comment tu l'as interprété ? Comme effectivement un manque d'intérêt. Du coup, il y a le côté, je m'impatiente. Eh oui. Alors qu'en effet, effectivement, j'ai regardé ma montre, mais c'était pas du tout lié à un manque d'intérêt. C'est parce que j'étais pressée. Ce qui est une autre connaissance sociale quand on regarde sa montre. Ensuite, qu'est-ce qui a pu se passer ? Donc, en termes de biais d'attribution, Romain, en fait, il a attribué mon attitude à sa propre faute, c'est ça finalement. Effectivement. Moi, je me suis dit, en fait, je dois vraiment pas être très intéressant. Je m'interpelle quand même pour un truc qui me tient à cœur. Et puis, en fait, c'est finalement, c'est un peu de ma faute si elle reste pas, elle continue pas l'échange. Et donc là, on peut se dire qu'effectivement, on imagine que du coup, avec cet état d'esprit-là, tu as dû passer finalement une mauvaise journée. Alors qu'en fait, en termes d'attribution, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'était le résultat d'un événement qui était extérieur à toi. Moi, j'avais une réunion, j'étais pressée et puis j'ai pas fait attention, finalement. Effectivement, donc j'aurais pu attribuer justement la responsabilité de l'événement au fait qu'il faut avoir des réunions, donc événements du coup externes et contextuels, au fait que du coup, tu pouvais être pressé et que ça pouvait te stresser d'être en retard, donc à autrui, et en fait pas du tout à moi, du coup. C'est vrai qu'il y avait différentes manières d'interpréter les choses, et là, la manière dont tu l'as interprété, du coup, c'était pas facile. On peut voir que pourtant, ça s'est passé très vite, du coup, comme quoi, sur une interaction toute simple, on voit qu'il y a plein de processus qui rentrent en jeu, et que quand ils dysfonctionnent, ça part dans tous les sens. Exactement. Du coup, le dernier point qu'on voulait voir avec vous, c'est en termes de théorie de l'esprit. Donc là, il s'est passé quelque chose aussi au niveau théorie de l'esprit. Oui. Puisque moi, je t'ai quand même dit tu as choisi ce modèle de téléphone, ce qui était une phrase qui aurait pu être interprétée de différentes manières. Et toi, dans mes intentions... Oui, effectivement. Moi, du coup, je l'ai vu un peu comme du dédain, du coup. Comme, je me suis imaginé ce que pensait Laura et je me suis imaginé à ce moment-là qu'elle pensait en plus, il a vraiment pas fait un choix terrible, quoi. Donc, voilà. Alors qu'en effet, moi, dans ma tête, mon intention, c'était de me dire quand même, il a l'air sympa, il te montre son téléphone, dis quelque chose, malgré le fait que tu sois pressé. Et du coup, effectivement, mes intentions étaient différentes de celles que j'ai supposées. Et ça, c'est vrai que, je sais pas, ça peut arriver quand même, c'est des choses qui peuvent assez fréquemment arriver. Du coup, on a parlé de perception dans la cognition sociale, on a parlé d'interprétation. Et maintenant, du coup, en termes d'action, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, effectivement, en termes d'action, c'est la conclusion de ces différentes étapes. Donc, si les étapes premières, elles ont dysfonctionné, c'est là où on va avoir, du coup, des actions qui vont donner lieu à des moments gênants, à des quiproquos, des fois à des scènes, du coup, amusantes. Mais vous l'aurez compris, c'est l'étape finale. Du coup, elle est conditionnée par le fait que la perception et l'interprétation se soient bien déroulées. Voilà. Et du coup, maintenant, on va vous laisser jouer un petit peu avec des extraits de films. On va vous en présenter plusieurs. Et il faudra deviner, derrière vos écrans, quels processus de cognition sociale sont en jeu. Donc effectivement, on ne peut pas trop interagir avec vous, mais n'hésitez pas à noter sur le chat ce que vous avez pensé comme processus au fil des extraits. Voilà. Et après chaque vidéo, du coup, on fera un petit retour sur notre interprétation. Du coup, oui, voilà, donc on va lancer la première vidéo. Donc c'est une scène extraite de la série Stranger Things dans laquelle Steve travaille comme marchand de glace
Et ici, vous allez voir que du coup, il sert des glaces à 2 étudiantes. On vous en dit pas plus. Yeah. Ooh, Purdue. Fancy. Yeah, I'm excited. Yeah, you know, I considered it, Purdue, but then I was like, you know what? I really think I need some real life experience, you know, before I hit college. See what it feels like, kind of like I don't know, see what it's like to earn a working man's wage, you know, sorry. I think that's like really important. Yeah, totally. Yeah, anyways, it's just like so fun. We should kind of like, you know, I don't know, maybe hang out this weekend or so. Oh, I'm sorry about that. I don't know, maybe next weekend or... Yeah, I'm busy. Oh, that's cool. I'm working here next weekend, so the following weekend's better for me. No. Merci. Donc ici, dans cette scène, il y a plusieurs processus de cognition sociale qui peuvent être en jeu. Mais toutefois, nous, au vu de l'attitude des 2 jeunes filles et du contexte, donc en fait, là, Steve, il est en train de vendre des glaces et les 2 filles, c'est donc des clientes. On se dit qu'il aurait pu deviner en fait qu'elle semblait finalement pas très intéressée par sa proposition, ce qu'il n'a pas eu l'air de faire avant un petit moment. Surtout que dans la suite de la scène, il continue à insister un petit peu sur sa proposition. Donc voilà, peut-être qu'ici, il y a eu un défaut de théorie de l'esprit. Malgré le contexte, malgré tout ce qui se passait, il n'a pas réussi à percevoir les intentions de ses interlocutrices. Voilà. On peut aussi se demander s'il n'y a pas eu un défaut de reconnaissance des émotions faciales, mais c'est peut-être moins franc, en tout cas. Donc, mais vous voyez, c'est souvent la composante, du coup, de 2 dimensions qui rentrent en jeu. On va passer, du coup, à la scène suivante, qui est une scène du dessin animé Mulan. Fazou. Les Fazou? J'ignorais que Fazou eut un fils. Il ne parle presque jamais de moi. Je comprends pourquoi. Ce garçon est complètement dérangeant. Voilà, donc ici en fait dans cette scène, Mulan elle essaye, donc c'est un peu le principe du film, elle essaye de se faire passer pour un homme. Du coup elle utilise les connaissances sociales en lien avec ça et en lien avec ce qu'elle connaît comme étant adapté pour un homme. Donc là elle essaie d'agir en pensant comme un homme le ferait, voix un petit peu bizarre, rire grave et puis donc elle crache. Et effectivement, ça n'a pas l'air d'être les connaissances sociales attendues par ses interlocuteurs. Donc ici, nous, on pensait à quelque chose de l'ordre des connaissances sociales. On va continuer donc sur un autre extrait vidéo, du coup une scène tirée du film La Cité de la Peur, encore une fois. Et donc on vous laisse observer autour de ce que fait le personnage Simon Jérémy. On est devenu à nouveau flou, mais ça ne va pas durer. Bon, monsieur Karamazov, vous conduisez, moi je passe derrière. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Non, bon, Simon. Mettez-vous là, vous serez mieux. D'accord. Voilà. Donc là, selon vous, qu'est-ce qui était en jeu? Bon, pour nous, c'est encore une fois les connaissances sociales qui sont rentrées en jeu. Effectivement, du coup, quand on utilise l'expression « la place du mort », justement, c'est une expression. Donc, dans la culture, du coup, notre culture, on est censé savoir qu'il s'agit effectivement de la place à l'avant d'une voiture, sur la droite, du coup, et non un endroit où se situerait une personne décédée. Du coup. Voilà. Effectivement. On va enchaîner sur un nouvel extrait. Donc, du coup, c'est un extrait ici de Ma famille d'abord. Qu'on va, une scène de famille, en fait, de la série Ma famille d'abord, qu'on va vous laisser observer maintenant. Nous avons le plus beau bébé de la Terre. Tout le monde est ici, mon fils chéri est là, avec sa femme et leur bébé, et puis Caddy de mon cœur, et son amoureux sans peur, il y a Claire qui... Voilà, donc ici, c'est une scène de famille. Et du coup, à quoi ça pourrait faire référence d'après vous? Donc, malheureusement, on n'a pas vos réponses en direct, mais on les regardera après. En tout cas, ici, la mère de famille, elle semble pas vraiment tenir compte des expressions faciales de ses enfants, en fait. Voilà, là, elle fait un petit peu son show et elle voit pas tellement que sur leur visage, alors qu'on les voit bien, hein, leur visage. Il n'y a pas un grand enthousiasme finalement de leur part. Voilà, donc en fait, elle aurait pu supposer qu'il fallait s'arrêter de chanter, mais elle ne l'a pas perçu et elle continue, ce qui donne lieu à un moment, encore une fois, un petit peu gênant. Ouais.
On va donc enchaîner sur, du coup, encore une fois, une nouvelle scène. Donc, on revient dans Stranger Things. Et là, on vous laisse, du coup, observer donc, ce que fait le Dustin, du coup. No, I don't. Yeah, you. Or no, I don't think so. Barb, Hey, not- Nancy. There's a slice left if you want it. Sausage and pepperoni. Hold on. But this still has protection. There's something wrong with your sister. Donc voilà, là vous avez eu un petit délai, mais c'était pour mieux apprécier cette scène de cette super série. Donc là, voilà, on ne sait pas trop ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on se dit que ici, les connaissances sociales, encore une fois, de Dustin, elles auraient peut-être pu l'aider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il rentre dans la chambre de Nancy, elle est au téléphone. Du coup, il aurait peut-être pu utiliser ses connaissances sociales et se dire qu'en fait, il était impoli de venir la déranger dans sa chambre pendant qu'elle était dans une conversation téléphonique qui avait l'air un petit peu peut-être privée. Ouais. Voilà, du coup, ça aurait pu en fait l'aider à pas se faire à pas se faire claquer la porte au nez. Et du coup, ça aurait pu éviter encore une fois une situation un petit peu gênante. Voilà. Et on va regarder un dernier extrait vidéo, du coup. Alors, dans cet extrait, c'est un extrait tiré du film, du coup, Spider-Man Into the Spider-Verse. Et on va vous laisser observer encore une fois, là, ce qu'il joue pour le père de Miles. Miles is your dad. Please open the door. Miles, I can see your shadow moving around. Yeah, okay, I get it. I get it. You're still ignoring me. Look, can we talk for a minute? Something. Donc voilà pour ce dernier extrait vidéo. Alors là, encore une fois, qu'est-ce qui s'est joué selon vous ? Voilà. Selon nous, ce qui a joué en priorité, donc c'est un biais d'attribution. Encore une fois, on voit que c'est un événement plutôt négatif et c'est plutôt le biais d'attribution interne qui est en jeu. Donc dans le sens où le père de Miles va supposer du coup que son fils ne veut pas lui parler, ne veut pas répondre parce qu'ils sont en conflit en ce moment et parce qu'il n'a pas envie de s'adresser à lui personnellement. Alors qu'en fait, nous, du côté spectateur, on voit très bien que la première raison pour laquelle il ne peut pas lui répondre, c'est parce qu'il est complètement bâillonné, saucissonné de l'autre côté de la porte. Ce qui est une bonne raison, effectivement. Effectivement, et qui n'a rien à voir avec le lien entre le père et le fils. Du coup. Voilà. Maintenant, donc, voilà, merci pour votre attention. Voilà, nous, en tout cas, on était heureux de pouvoir faire cette présentation. On espère que ça vous a plu, intéressé. C'était un petit peu nouveau pour nous, donc on était bien stressés, mais bon, on est heureux d'arriver à ce moment où on va pouvoir avoir un petit peu peut-être des échanges avec vous. On remonte à la surface et on attend vos retours. Merci. Merci beaucoup Laura et Romain. Alors bonsoir aux internautes, vous ne me voyez pas, je suis en coulisses, mais j'ai pris bien note de vos questions que vous posez dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez continuer à en poser. On va commencer tout de suite avec une première question qui a été posée par Nathalie, qui demande si les neurones miroirs jouent un rôle dans l'empathie. Alors justement, en fait, quand on a parlé un petit peu des études, c'était ça que les études cherchaient à démontrer. On n'a pas prononcé le terme empathie volontairement parce qu'on ne voulait pas partir sur une autre notion, mais effectivement, l'empathie, du coup, c'est la capacité à ressentir l'émotion d'autrui et aussi à avoir une émotion adaptée en retour, du coup. Donc les études, elles cherchent tout à montrer est-ce que les neurones miroirs elles nous permettent d'être en empathie avec autrui. Et donc c'est là-dessus qu'effectivement il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Certaines études montrent qu'il pourrait y avoir une relation, mais elles n'arrivent pas à prouver qu'il y aurait un lien de cause à effet. Donc il n'y a pas de réponse effectivement précise à ce niveau-là. Merci. On va passer à une seconde question qui a été posée par Bruno, qui demande dans quelle mesure on peut se former aux réactions sociales. Est-ce que les autistes, par exemple, qui doivent apprendre ces mécanismes, mais qui n'y parviennent pas toujours, ou en tout cas pas complètement, peuvent se former à ça?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de formation. En tout cas, c'est vrai que ce qu'on peut proposer, par exemple, à l'endroit où on travaille, c'est des thérapies un petit peu spécifiques qu'on appelle remédiation cognitive et qui vont venir justement à essayer de trouver des stratégies pour pallier à ces difficultés et pour du coup pouvoir faire face à des situations sociales en étant à l'aise. Donc, en termes de cognition sociale, ça peut se faire en individuel, mais souvent on fait des formats plutôt en groupe où du coup pendant plusieurs semaines on va proposer ces remédiations cognitives-là aux participants pour s'améliorer dans ces processus. Ouais, et du coup, il y a des interventions qui vont cibler en fait les différents processus. Effectivement, donc il y aura des interventions spécifiques sur la reconnaissance des émotions faciales, par exemple, comme un programme qui s'appelle Gaia qu'on utilise. Il y aura des interventions qui vont jouer sur les biais d'attribution, sur comment assouplir du coup un petit peu son style d'attribution. Après, là où on est un peu en dehors de la remédiation, mais il y a la partie qu'on appelle aussi entraînement aux habiletés sociales. Et là, on va peut-être plus jouer justement sur la sphère connaissance sociale, du coup, où effectivement, on va revenir ensemble, décortiquer des situations et puis voir qu'est-ce qui est le plus adapté à mettre en place dans cette situation. Et on a parlé d'autisme et c'est important de rappeler qu'en tout cas, les difficultés dans l'interaction sociale, elles ne sont pas spécifiques à un trouble. Par contre, effectivement, il y en a des particulièrement représentés dans le champ de l'autisme. Comme on peut voir aussi, du coup, et ça c'est plus le champ de Laura, qu'il y en a certaines aussi qui reviennent de façon récurrente dans la schizophrénie. Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Alors pour rester sur le thème de l'autisme, est-ce que vous avez quelques connaissances à partager sur les liens entre les neurones miroirs et le fonctionnement socialement atypique des personnes autistes? C'est une question de Romain. Alors là... Là, moi personnellement, je n'ai pas de connaissances assez spécifiques sur la question de cette implication des neurones miroirs dans ce domaine-là. Et oui, malheureusement, moi non plus, hein, effectivement. Mais du coup, c'est une bonne question, pour le coup. Mais c'est peut-être un petit peu moins notre champ de... À creuser. Ouais, à creuser. Une autre question, pourquoi certaines personnes ont du mal à intégrer les connaissances sociales? Alors ça aussi, c'est une bonne question, hein, pour le coup. Il peut y avoir différentes causes à ça. Oui, on peut avoir... On a vu les connaissances sociales, c'est culturel aussi, c'est lié à l'éducation. Donc il y a déjà cette part-là où du coup, effectivement, s'il y a eu un décalage culturel, du coup, on est aussi en décalage, on n'a pas forcément les connaissances sociales adaptées. De la même façon que dans l'éducation, s'il y a eu un déficit au niveau des apports, on va dire, en termes de connaissances, du coup, il y a des répercussions. Après, nous, on ne saurait pas non plus vous répondre exactement sur pourquoi certaines personnes, alors qu'elles sont élevées, qui grandissent dans un milieu complètement, on va dire, même milieu qu'une autre personne, celles-ci vont avoir plus de mal à développer les connaissances sociales que d'autres. On peut peut-être supposer que c'est justement parce qu'il y a aussi d'autres compétences qui sont un petit peu défaillantes et si on interprète mal du coup, par exemple déjà les émotions d'une personne, du coup on va faire des interprétations décalées et on va avoir plus de mal à comprendre ce qui se passe en fait et du coup à stocker en nous du coup les connaissances sociales. Et puis du coup, sans répondre directement à cette question, mais on a vu qu'il y avait pas mal de travaux qui étaient faits aussi au niveau de l'activité du cerveau. Alors ça ne peut pas expliquer la cause en tant que telle de ces troubles, mais voilà, il y a parfois des liens aussi qui sont faits au niveau de l'activité du cerveau et d'atteintes ou de lésions qui peuvent exister à ce niveau-là. Une autre question qui est posée par Loïc, y a-t-il un consensus sur des liens entre neurocognition, cognition sociale et handicap fonctionnel? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. Alors, consensus, je ne sais pas. En tout cas, il y a plusieurs études qui travaillent sur ce lien entre neurocognition et cognition sociale. Effectivement, dans des processus assez complexes comme les biais d'attribution, la théorie de l'esprit, est-ce qu'il y a d'autres fonctions peut-être de neurocognition qui peuvent venir jouer? Effectivement, c'est en débat dans la littérature. Aussi, sans aller jusque-là, c'est vrai que même s'il y a
Il peut y avoir des difficultés relationnelles qui peuvent être dues aussi, sans parler de cognition sociale, mais à des difficultés au niveau neurocognition, si on a du mal à suivre une conversation. Voilà, par exemple, oui, ça c'est un bon exemple. Le fait d'avoir du mal à suivre une conversation, ça peut parfois donner lieu à des comportements un petit peu décalés, alors que voilà, c'est juste qu'au niveau attentionnel, on a décroché à un moment et qu'on a manqué une information importante. Ouais. On peut aussi imaginer qu'une mémoire de travail défaillante, du coup, dans certains domaines, notamment dans une activité de formation de professionnels, du coup, voilà, ça va faire qu'on va du coup pas pouvoir interagir peut-être comme il faudrait ou plus difficilement. Donc ouais, on voit, et du coup en fait c'est ça aussi qui va créer le handicap fonctionnel en fait. C'est finalement les défaillances, qu'elles soient au niveau cognition sociale, enfin défaillance ou altération, du coup au niveau cognition sociale ou neurocognition, effectivement quand elles sont trop présentes, du coup ça entraîne des difficultés dans le quotidien, dans le fonctionnement, et c'est là qu'on parle d'handicap fonctionnel. Et du coup c'est dans ces moments-là justement que les actions de type remédiation cognitive qui peuvent aussi cibler la neurocognition sont importantes pour justement diminuer ce handicap. Parce que c'est vrai que là, on a pris des exemples de séries et de films, donc on a essayé de mettre en évidence des troubles ou des moments où il y avait des dysfonctionnements. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de le soulever. C'est vraiment quand ça engendre une difficulté au niveau de la vie quotidienne que là, on va pouvoir venir travailler sur ces questions-là. Merci. On va pouvoir prendre une dernière question qui est posée par Bruno. On sait que finalement les biais cognitifs ont un rôle comme la prise de décision rapide. Est-ce que les anomalies de communication que vous avez montrées peuvent aussi avoir un rôle positif ou uniquement négatif ? Alors je dirais que ça dépend peut-être de ce qu'on appelle anomalie de communication du coup, parce que le terme anomalie par définition, il va plutôt pointer quelque chose qui aura des répercussions négatives. En tout cas, ouais, c'est intéressant de souligner que les biais d'attribution, le style d'attribution, il peut avoir un rôle en fait, souvent dans le fait de faciliter la prise de décision. C'est un peu l'idée qu'on a besoin de catégoriser les choses pour pouvoir réagir plus vite, du coup, et pas explorer forcément tout le domaine des possibles de ce que l'autre peut penser en face et de ce qu'il peut ressentir. Du coup, ça nous aide en fait effectivement à être plus efficace du coup. Mais ça peut nous permettre de faire des erreurs. Et c'est pour ça que sur le style attributionnel par exemple, on va se réentraîner à élargir les possibilités, à réinterpréter la situation en se disant tiens, j'ai tendance à faire cette attribution, alors je vais me forcer à imaginer les autres possibles. Du coup, c'est plus lent, mais par contre, ça permet d'arriver à quelque chose peut-être de plus juste. Voilà, et j'ai oublié le début de la question. Donc, je ne sais pas si c'était le début de la question que tu as oublié, mais par rapport à l'idée est-ce que ça peut finalement avoir des effets positifs ? Alors, je ne sais pas si ça va répondre exactement, mais en tout cas, je dirais que même certains biais d'attribution où on ne se sent pas forcément responsable, en fait, l'idée, c'est quand c'est trop présent, quand c'est une attribution qui est trop présente ou tout le temps présente, là, je dirais que peut-être finalement... peu importe l'attribution qu'on fait, ça peut nous être délétère parce qu'effectivement, même si on ne se sent jamais complètement visé, si cette attribution-là, elle est trop développée, oui, ça peut avoir des effets positifs peut-être sur notre estime de nous-mêmes, mais peut-être que ça peut moins facilement nous permettre de rebondir face à certaines situations, si on ne se remet pas en cause, etc. Donc, c'est des choses qu'on travaille aussi, voir que tous les styles peuvent avoir des effets, des côtés positifs et des côtés moins positifs. Et du coup aussi j'y pensais, je rajouterais peut-être sur la question des connaissances sociales en fait. C'est là où ça peut être intéressant aussi parce que on l'a vu, les connaissances sociales, on peut du coup pour plein de raisons être un petit peu en difficulté là-dessus. Et en même temps, du coup, quelqu'un qui n'a pas les connaissances sociales, elle va peut-être nous amener du coup à questionner les choses d'une façon différente et du coup peut-être apporter un regard différent sur certaines choses, réinterroger des choses. Et là, pour le coup, on peut dire que c'est une certaine valeur ajoutée. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. Apparemment, donc on arrive à la fin des questions. Et puis je crois qu'on on est bon niveau timing, je crois. Bon, à peu près. À peu près. Du coup, encore une fois, on vous remercie. Vous voyez les partenaires de la Semaine du Cerveau qui s'affichent derrière nous. Voilà, bon. On ne sait pas trop où se mettre, voilà. mais... Voilà, et puis on vous met juste une petite diapo avec les références, du coup, effectivement, des films et des extraits vidéo diffusés. Voilà. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Ouais, bonne soirée à tous. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir.